Psychopathe, personnalité antisociale. On entend ces mots un peu partout, et franchement, ils sèment la confusion, même chez les experts. Alors aujourd'hui, on va mener l'enquête. On va essayer de démêler tout ça une bonne fois pour toutes. Voilà, c'est la question qui tue. Psychopathe, antisocial. On a l'impression que c'est un peu bonnet blanc et blanc bonnet, non? On les utilise l'un pour l'autre tout le temps, mais est-ce que ça décrit vraiment la même réalité? C'est ce mystère qu'on va tenter de percer aujourd'hui. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour commencer, la première étape, c'est de comprendre, mais d'où vient toute cette confusion? Pourquoi on se mélange les pinceaux à ce point? Il faut dire que l'image du psychopathe, elle est partout. Pensez-y, les films, les séries télé, les bouquins. On nous a servi sur un plateau ce portrait du personnage froid, super calculateur et presque toujours criminel. C'est devenu une figure quasi mythique, l'incarnation du mal dans la pop culture. Et c'est là que ça se complique. Parce que dès qu'on quitte le monde de la fiction pour rentrer dans un cabinet de psy ou un hôpital, bizarrement, le mot psychopathe s'évapore. Dans le manuel de référence des psychiatres, le fameux DSM-5, on ne le trouve pas. À la place, on parle de trouble de la personnalité antisociale, ou TPS pour les intimes. Alors, simple jeu de mots, un jargon de spécialiste, ou est-ce qu'il y a une vraie grosse différence qu'on est en train de louper? Bon, pour y voir plus clair dans cette affaire, il nous faut des définitions solides. On va mettre nos deux suspects, nos deux profils, sous le microscope. D'abord, le diagnostic officiel, le TPS. Pour faire simple, le TPS, c'est une sorte de checklist de comportement. On regarde ce que la personne fait de manière répétée. Est-ce qu'elle enfreint la loi? Est-ce qu'elle ment? Est-ce qu'elle est impulsive? C'est vraiment un diagnostic qui se base sur des actes concrets, observables. Le mot-clé ici, c'est les actions. La psychopathie, par contre, c'est une autre paire de manches. Déjà, ce n'est pas un diagnostic officiel qu'on trouve dans le DSM. C'est ce qu'on appelle un construit psychologique. On va beaucoup plus en profondeur. On ne regarde pas seulement ce que la personne fait, mais qui elle est. On s'intéresse à sa structure de personnalité. Est-ce qu'il y a de l'empathie, des remords, une froideur émotionnelle? Là, on est vraiment au cœur de l'identité de la personne. Donc si on veut vraiment résumer, c'est ça la grande différence. Le TPS, c'est le casier judiciaire des comportements, ce que la personne fait. La psychopathie, c'est la carte d'identité psychologique, ce que la personne est au fond d'elle. D'un côté, une liste d'actions, de l'autre, un portrait intérieur. Ok, les définitions sont posées. Maintenant, il est temps d'ouvrir les dossiers de preuves. On a 3 indices majeurs qui vont nous aider à vraiment faire la distinction entre les deux. Premier indice, la fréquence. Une question toute simple, combien y en a-t-il? Logiquement, si c'était la même chose, on devrait trouver à peu près les mêmes chiffres pour les deux. Alors qu'est-ce que nous disent les stats? Et là, attention, la différence est juste énorme. Prenez la population carcérale. Les études montrent que près de la moitié des détenus, environ 47%, cochent les cases du TPA. C'est un chiffre colossal. Mais quand on sort les outils plus fins pour mesurer la psychopathie, ce chiffre dégringole. On tombe entre 15 et 30%. L'écart est gigantesque. Ça nous dit très clairement qu'on ne parle pas du même groupe de personnes. Passons à l'indice numéro 2, la violence. On pourrait croire que l'agression, c'est de l'agression. Eh bien non. Il y a différentes manières d'être violent. En gros, il y a l'agression à chaud et l'agression à froid. L'agression à chaud, c'est la réaction impulsive. Quelqu'un vous insulte, vous explosez. C'est une réponse émotionnelle et c'est très courant dans le TPS. Et puis, il y a l'agression à froid, dite instrumentale. Là, c'est tout le contraire. La violence est planifiée, calculée. C'est un moyen pour arriver à ses fins. C'est un outil comme un marteau. Et cette violence froide, c'est vraiment la signature de la psychopathie. Et enfin, l'indice numéro 3, peut-être le plus fascinant, on va carrément aller voir ce qui se passe à l'intérieur du cerveau. Qu'est-ce que les neurosciences ont à nous dire? Alors là, les scanners du cerveau sont sans appel. On voit des différences très nettes. Par exemple, les personnes avec des traits psychopathiques ont du mal à reconnaître la peur ou la tristesse sur un visage. C'est comme s'ils ne captaient pas le signal. Ensuite, leur détecteur de peur interne, l'amygdale, est beaucoup moins réactif. Le danger ne leur fait ni chaud ni froid. Et en même temps, leur circuit de la récompense, lui, est en surchauffe. L'appât du gain est hyper puissant et le frein du cerveau, le cortex préfrontal, n'arrive pas à calmer le jeu. Tout ça explique bien leur insensibilité et leur impulsivité. Bon, on a toutes les pièces du dossier en main. Il est temps de rendre le verdict. Quelle est donc la relation exacte entre ces deux profils? La conclusion, elle tient en un mot, asymétrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la relation ne va que dans un sens. Ce n'est pas une rue à double sens. Si on met tout ça sur un tableau, ça devient limpide. Reconnaissance des émotions, plutôt normale dans le TPSH, mais clairement en déficit dans la psychopathie. La réaction à la peur?
L'amygdale est souvent survoltée dans le TPSH, d'où les réactions à chaud, alors qu'elle est presque éteinte dans la psychopathie, ce qui permet cette violence à froid. Et voici la conclusion, le point à retenir absolument. La plupart des psychopathes, à cause de leurs actions, vont aussi correspondre aux critères du TPAS. C'est logique. Mais, et c'est un grand mais, la grande majorité des personnes qui ont un diagnostic de TPAS ne sont pas des psychopathes. C'est un peu comme les carrés et les rectangles. Tous les psychopathes rentrent dans la case TPAS, mais toutes les personnes dans la case TPAS ne sont pas des psychopathes. Bon, on a bien décortiqué tout ça, mais au fond, à quoi ça sert? Pourquoi c'est si important de faire la différence? C'est juste pour se la raconter en soirée? Eh bien non, parce que, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, la psychopathie n'est pas forcément synonyme de prison. Cette citation le dit très bien, des traits comme l'audace, le charme, le sang-froid, ça peut être un avantage énorme. Pas seulement dans une cellule, mais aussi dans une salle de conseil d'administration. C'est le concept du psychopathe qui réussit, celui qui utilise ses traits non pas pour le crime, mais pour grimper les échelons du pouvoir. Et ça change tout. Pour la justice, par exemple, ça permet de mieux évaluer les risques. Pour les thérapies, on ne traite pas de la même façon quelqu'un qui a des problèmes de comportement et quelqu'un qui a une structure de personnalité différente. Et pour nous tous, en tant que société, ça nous oblige à nuancer notre jugement. Non, tous ceux qui manquent d'empathie ne finissent pas en tueurs en série. Au final, tout ça nous laisse avec une question assez dérangeante. Si la psychopathie, ce n'est pas juste un profil de criminel, mais un véritable type de personnalité, ça veut dire qu'on peut la croiser n'importe où, au bureau, en politique, dans les affaires. Et ça nous force à nous demander si la frontière entre une ambition dévorante et un comportement prédateur n'est pas, en fait, beaucoup plus floue qu'on aimerait le croire. De quoi réfléchir, c'est tout pour cette analyse.